Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass Up Together. Ravi de vous accueillir avec Isabelle Bard. Bonjour Isabelle. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Auriez-vous la gentillesse de nous mettre dans le chat un petit pouce, vous nous dire si vous nous entendez? Ouais, merci Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Sandrine. Écoutez, on est très heureux de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle masterclass qu'on a intitulée Comment ne plus être esclave de la tyrannie de l'urgence et on a eu la chance de la préparer avec Isabelle Barthes. Donc Isabelle est chercheure et conférencière, elle est spécialisée en management et c'est elle qui animera cette masterclass qu'elle a conçue pour vous. Je tiens quand même à le préciser, il y a eu beaucoup d'échanges entre notre équipe et Isabelle pour cela. Alors justement, pendant cette masterclass où nous allons explorer notre rapport au temps. Et ben justement, nous vous proposons de ralentir, de couper les mails, de couper les notifs et justement de prendre le temps de prendre le temps. Avec Isabelle, quand on a conçu cette masterclass, on a vraiment souhaité vous faire réellement bouger sur la manière dont vous percevez le temps et comment vous vivez avec en tant que manager, mais aussi en tant qu'individu. Et vous verrez, pour cela, Isabelle ira piocher dans la philosophie, dans l'art, dans la sociologie, pour arriver évidemment sur notre rapport au temps dans l'entreprise et en tant que manager. Et elle vous partagera ses conseils justement pour ne plus être esclave du temps, mais bien en faire un allié. Alors, comme d'habitude, avant de laisser la parole à Isabelle, je vous propose de poser toutes vos questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions, qui nous permettra, alors, soit à mi-parcours, soit en fin de masterclass, de les prendre pour pouvoir partager. Voilà. Alors, Isabelle on a eu un petit problème technique. Alors, Isabelle est bien là et elle peut faire défiler sa présentation, mais elle ne verra pas forcément le chat ni les questions. Magie du direct, vous voyez. Donc voilà, donc je serai ses yeux pendant cette masterclass pour partager vos questions et pour lui transmettre les retours des sondages. Isabelle, je te propose de te présenter en 2 mots et puis de commencer ce que tu souhaitais partager avec la communauté Up Together. Eh bien, merci Grégoire. Merci à tous d'être présents. Je suis désolée, mais c'est vrai, je n'ai que ma présentation sous les yeux. Je n'ai pas ni vos noms, ni éventuellement vos caméras. Donc, en effet, c'est Grégoire qui va m'aider, qui va me guider pendant les échanges, que j'espère nombreux. Donc, on va questionner le temps, la question du temps, on va se la poser ensemble. Alors, c'est un sujet qui me passionne, j'ai beaucoup travaillé là-dessus à un moment. J'ai par exemple beaucoup travaillé sur la pression du temps en termes de consommation. Et c'est vrai que cette pression du temps, elle existe partout, on va le voir. Et ce qui me semble important, c'est de ne pas la subir et de faire des choix sereins pour mener sa vie le mieux possible. Donc, je vais intervenir pendant, on avait dit 3/4 d'heure, une petite heure, et puis vous aurez aussi les moyens de m'interpeller, de poser des questions et aussi de compléter, parce qu'on s'attaque à un monument en parlant du temps et il y a tant de choses à dire. Je pense que vous aurez beaucoup de choses à compléter de tout ce que je vais pouvoir transmettre. Alors, la tyrannie de l'urgence, comment ne plus subir? Alors, j'ai envie de dire, j'ai des questions à toutes vos réponses. Ça, c'est un grand épistémologue qui est Woody Allen, qui un jour a eu cette phrase formidable. Ça fait partie, la gestion du temps, en effet, de ces thématiques où on a, mais alors, tous les trucs, les astuces, les méthodes, les bonnes pratiques, tout autour du ventre. Et le problème, c'est qu'on se questionne peut-être pas assez pour pourquoi on en a besoin, pourquoi on les utilise, pourquoi l'une plus que l'autre, est-ce que c'est bien utile? Et c'est plutôt, vous savez, ce genre de choses qui sont dans le comment on fait. Le pourquoi est très, très absent et c'est peut-être là-dessus que je voudrais peut-être mettre plus l'accent, au moins au début de la conférence, parce que pour moi, le management est une discipline de questionnement, que ce soit en recherche, que ce soit en pratique, et non une discipline de solution. Si on ne pense que solution, eh bien on fait ce que d'autres ont appelé la myopie du management, la myopie du marketing. Alors, j'avais une première question et j'aimerais que tout le monde réponde. Donc, en petite minute chrono dans le chat, on a décidé que ça serait dans le chat. Quand je vous dis le mot temps, à quoi ça vous fait penser?
vous avez droit à 2, 3 mots, éventuellement, pas plus. Et on aimerait savoir un petit peu ce qui et vous évoque quand vous entendez le mot temps. Donc c'est parti pour peut-être une minute, petite minute chrono de réponse. Je te laisse gérer, Grégoire. 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 Pardon, il y avait mon micro qui était coupé. Ah, d'accord, parce que J'étais je en me train, suis dit là, comme je ne vois rien, en plus je je n'entends n'entends plus rien. rien. Voilà. Alors, est-ce Non, que tu veux ajouter des suggestions dans le chat? ouais, un peu des nuages Alors, de mots. Il y a beaucoup cette notion d'urgence et de stress d'accord, qui ressort. d'accord. La notion aussi du temps qui passe, de chronos, Ouais, ouais, de cette notion un peu de fil quoi, qui avance. Il y a on parle un peu d'animaux avec le hamster dans sa roue. On parle aussi du lapin ouais, d'Alice au Pays des Merveilles. Je crois que tu en parles un petit ouais, peu. ouais, Et la notion, encore une fois, de vitesse, d'horloge, de pression. Voilà un peu d'aller d'accord, vite. Thomas d'accord, nous parle d'aller vite. Et il y a une dernière chose peut-être, c'est Emmanuel et Véronique, je crois qu'on parlait, qui est une notion de ressources. Voir le temps comme une d'accord. ressource. Bon, ah, ouais, Voilà. très bien. Alors, bah, écoutez, on va être très en phase, hein, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signal, hein, mais on va être très en phase et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui ressortiront une fois qu'on aura avancé sur le sujet. Donc, c'est des thématiques qu'on va retrouver pendant mon talk. Alors, j'ai décidé d'aller voir quelques philosophes, de retrouver quelques philosophes qui ont été particulièrement préoccupés par le temps, mais j'ai envie de dire que tout le monde est préoccupé par le temps et les philosophes n'échappent pas à la question. On va commencer avec Sénèque, qui est un stoïcien. Cette école très, très, très intéressante est stoïcien. Donc, on est dans le début de notre ère. Hein. Il meurt en 65 après Jésus-Christ. Et il a écrit un petit opuscule qui est d'ailleurs assez lisible, comme d'ailleurs beaucoup, enfin, les traductions sont aussi très bien faites, j'imagine, mais sur de la brièveté de la vie. Et il nous dit, la vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la perdons. Euh, Comme tout stoïcien, mais il dit, bah, de toute façon, on ne peut rien faire pour arrêter le temps qui passe. Donc, autant prendre les choses le mieux possible, puisque nous n'avons pas de maîtrise sur la course du temps. Et il nous dit, mais on est quand même vraiment inconscient et même idiot, parce qu'on fait comme si on était éternel, on ne profite pas pleinement du présent. Et vraiment, son conseil, c'est de dire, il faut se concentrer sur l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est le présent, c'est profiter de ce qui nous paraît le plus important. Alors, pour lui, c'est être un citoyen juste. La notion de justice est très importante, et même de justesse est très importante. Donc, dans une de ses écrits, Lettre à Lucilius, il dit « Toute chose, Lucilius, est à autrui, le temps seul est à nous ». Je pense qu'on se retrouve 20 siècles après dans cette phrase. Qu'est-ce qu'il y a actuellement de plus précieux que le temps? Passer du temps avec des amis, passer du temps avec un enfant malade, passer du temps avec un vieux père ou une vieille mère qui va vers sa mort. Voilà. Et c'est vrai que nous ne prenons pas souvent ce temps et nous sommes souvent dans une course qui nous mène on ne sait où. Je passe les siècles, un autre philosophe, mathématicien, physicien que vous connaissez tous, Blaise Pascal, français, a beaucoup questionné cette affaire du temps en nous disant la même chose. L'homme n'arrive jamais à se satisfaire du présent parce qu'il en a peur. Et cette peur du présent nous empêche de vivre pleinement. On retrouve la même analyse. Et il dit, nous errons dans des temps qui ne sont point les nôtres. Alors, il y a ceux qui sont tournés vers le passé, qui vont être dans la nostalgie, et ceux qui sont tournés vers l'avenir et qui vont être tout le temps à prévoir quelque chose d'autre. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit que pour se détourner de notre destin tragique qui nous conduit à la mort, eh bien, nous avons inventé les divertissements qui, là aussi, comme Sénèque, nous détournent de l'essentiel en faisant des occupations. Alors, ça peut être des fêtes, ça peut être des amourettes, ça peut être plein de choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui, pour lui, le fond de l'existence, c'est-à-dire croire en Dieu et être donc
ses angoisses et ses peurs. Et ça, dans les pensées, il y a cette phrase: les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Donc là aussi, une vision assez critique du comportement humain face au temps et à la mort. Le troisième philosophe qui a beaucoup parlé de la mort, qui est plus récent, donc il est mort en 1976, Martin Heidegger, qui a été assez chahuté pour ses prises de position qui n'étaient pas très sympathiques pendant la dernière guerre mondiale, lui dit: l'homme est temps. Quand on commence à naître, on est dans la temporalité. On sait qu'on a du temps, mais on ne sait pas combien de temps, puisqu'on ne sait pas quand on va mourir. Et il a un concept qu'il appelle le Dasein, être là. Et lui aussi, il nous reproche: on a banalisé la mort, on n'y pense pas, ce sont des choses qui arrivent. Et il nous dit: il faut accepter la mort pour vivre de manière authentique. C'est la seule façon de prendre sa vie et jouir de sa liberté. Et lui aussi nous dit: il faut savoir ce qui nous est essentiel, savoir ce que l'on veut construire et faire du temps de vie, nous nous disposons. Dès qu'un humain vient à la vie, il est déjà assez vieux pour mourir. Et oui, même une toute petite partition, c'est quelque chose qui fait l'humain. Donc voilà, 3 philosophes qui convergent vraiment sur une critique de nos comportements, qui sont des comportements de fuite et de déni par rapport au temps qui passe et qui nous conduit inexorablement à la mort. Alors, la poésie, qui est une autre façon de décrire le monde, de comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est un peu, je dirais, les mêmes choses. Hein. C'est ce temps qui fuit sans retour pour Virgile, c'est vanité des vanités, tout est vanité de l'Ecclésiaste, c'est cette phrase qu'on entendait chez les stoïciens, mais les esclaves qui disaient à leurs maîtres, soldats ou généraux qui partaient au combat pour les inciter à ne pas être dans l'hubris, dans la toute-puissance. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, tu es un être mortel, le fameux Carpe diem d'Horace. Dans le Moyen-Âge, cette fameuse François Villon, qui a beaucoup écrit particulièrement la ballade des dames du temps jadis, avec « Mais où sont les neiges d'antan ?» où il compare les femmes à de la neige resplendissante, mais qui fond. Bien sûr, le fameux « Aller cueillir la fleur avant qu'elle ne flétrisse » de Ronsard, « Le mort et le mourant » de Jean de La Fontaine, où un meunier va mourir et reproche à la mort de venir trop vite. Et puis toute cette époque romantique du 19e siècle où les poètes voient le temps qui passe, les fleurs du mal de Baudelaire, le fameux « Ô temps, suspends ton vol ». Et maintenant, alors la poésie est certainement moins de mode, mais on peut se poser des questions sur tous ces Instagram, Facebook, avec cette obsession de laisser une trace de notre passage sur la Terre. Donc un rapport au temps qui n'est toujours pas simple et qui est très lié à du fait que nous soyons des êtres mortels. Et ça, c'est important de se le rappeler. La peinture nous donne exactement le renvoi, les mêmes représentations du temps, un temps qui nous conduit donc à la mort, avec une mosaïque de Pompéi, un siècle avant Jésus-Christ, une peinture de Philippe de Champaigne. Alors, vous voyez la fleur qui flétrit, le sablier et puis le crâne. Un Dali avec ses montres molles qui déstructurent le temps, les 3 âges de la vie de Klimt avec cette femme bébé, femme jeune et femme vieille. Et puis une peinture d'Opalka qui reproduit à l'infini des chiffres numériques qui symbolisent là aussi le temps qui passe. Donc on a, je dirais, le temps est un fait social total. Il concerne tous les arts, toutes les préoccupations. Il ne concerne pas que le travail. C'est ça qui est intéressant de se dire. Alors, le temps est culturel. Ça, c'est très important. Quand on parle du temps, ça fait partie de ces choses. Je sais ce qu'est le temps, mais si on me demande de le définir, eh bien, je ne sais plus le dire. D'autant plus que si on est français, africain, asiatique, allemand, on n'a pas du tout le même rapport au temps. Et le temps est profondément culturel. Alors, j'ai repris 4 grands auteurs qui sont très connus. Si certains d'entre vous travaillent dans l'interculturel ou l'enseignent. Hall, son livre par exemple The Dance of Life, qui nous parle de culture polychronique ou plus monochronique. Alors, monochronique, c'est temps linéaire.
Polychronique, c'est des intrications vie perso, vie pro plus fortes. Les choses se font en même temps. Et il nous dit c'est plutôt l'un dans le premier cas les pays du Nord, ensuite les pays du Sud. On est dans des partitions un peu fragiles, un petit peu stéréotypiques, mais bon, il y a cette conscience qu'en effet, on ne vit pas le temps de la même façon suivant là où on vit, où on a grandi. Florence Clucon, qui, elle, parle de l'orientation du temps, donc des pays où on est vers le temps, tourné vers le passé, des pays d'histoire, de tradition, elle cite la France, des pays où on est plus dans le temps éprouvé, elle parle de quelques pays africains, et puis le futur, des pays tournés vers le futur qui sont par exemple les États-Unis, voilà, toujours vers de nouveaux projets, vers l'innovation. Hofstede, le fameux Hofstede, alors lui qui distingue les orientations court terme et versus long terme, que vaut un planning de 6 mois allemand ou français face au chinois millénaire qui a tout le temps pour lui. Je cite un proverbe africain, vous avez l'heure, nous avons le temps. Et puis Trompenard, qui a aussi beaucoup travaillé sur l'interculturel, qui lui aussi parle de temps synchronique et de temps cyclique. Donc, on pourrait faire une conférence complète sur le rapport au temps à l'interculturel. C'est important de le dire parce que comme l'interculturel est de plus en plus au bas de chez nous, nous sommes de plus en plus dans des équipes de travail interculturelles, ce sont des choses importantes à comprendre quand on travaille avec des personnes dont l'immédiateté, la notion de planning n'ont pas du tout la même résonance. Moi, j'ai travaillé plusieurs années en Afrique. C'est vrai qu'il faut un moment pour comprendre qu'on ne parle pas de la même chose quand on a un rendez-vous, quand on a un délai, surtout un délai à respecter. Alors, il y a aussi les mots pour le temps. C'est vrai qu'en français, on a un seul mot, le temps. Le temps qui sert à beaucoup, beaucoup de choses. Le temps qui passe, le temps qu'il fait, la météo. Déjà, si vous allez en Angleterre, enfin, vous parlez anglais, vous avez déjà 2 mots, time et weather. Et puis, vous avez les fameux 3 appellations du temps chez les Grecs qui font qu'on a une représentation du temps qui nous ouvre des portes. Et nous avons donc 3 temps, le aion, le temps cyclique, le temps qui revient, les moissons qui reviennent, les saisons qui reviennent, le temps chronos qui s'écoule, ce temps planifié que nous connaissons bien et qui est le nôtre, hein, et le temps kairos qui est le temps de l'opportunité, du moment qu'il faut savoir saisir. Et c'est vrai que nous avons quitté le temps aion, qui était le temps de l'agriculture, des moissons, avec la révolution industrielle. Suivant les auteurs, 18e, 19e siècle, nous passons au temps chronos. Nous sommes dans le temps chronos, en tout cas en France, dans nos cultures européennes. Et avec tout ce qui se passe actuellement depuis quelques temps, toutes ces technologies qui nous permettent de travailler de plus en plus en asynchrone, il faut sérieusement se poser la question du kairos pour peut-être avoir un rapport au temps qui serait différent et qui nous ouvrirait peut-être des opportunités justement pour ne pas le subir comme nous avons malheureusement un petit peu le sentiment. Alors, le temps est aussi personnel. Il dépend des moments. Alors, j'ai mis la classe et la récréation. On a tous connu ça, enfant. Qu'est-ce que c'était long, l'heure de classe, en attendant justement la récréation. Et cette heure de classe qui devenait une éternité mortelle quand on passait à la récréation, on ne voyait pas le temps passer. Donc il y a cette notion, on y reviendra, d'intensité de notre engagement dans une action qui fait que le temps ne passe pas du tout de la même façon. Et puis la perception du temps évolue avec l'âge. Alors ça a été vraiment acté par des neuroscientifiques. Alors d'abord, une explication, c'est que les âges passants, on a moins de nouvelles expériences. Donc on n'a pas ce choc, je dirais, qui nous marque, qui nous fait faire que la vie se renouvelle. Donc on est plus dans des routines. Il y a aussi la théorie du ratio, c'est-à-dire qu'un an, quand on a 7 ans, ce n'est pas la même chose qu'un an quand on a 77 ans, donc un temps qui passe plus vite. Et puis apparemment, un vieillissement des circuits neuronaux qui fait que le cerveau stocke moins, il a moins de mémoire, il stocke moins les événements avec moins d'intensité, qui fait que la vie semble avoir moins d'intensité et passer différemment que quand on est plus jeune. Et
une des façons de lutter contre ça, pour ceux qui ont pris un peu d'âge, c'est de faire des choses nouvelles. Voilà. Et là, c'est une question que je vous pose en marge de cette conférence. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Et c'est vrai que souvent, on commence à se dire, tiens, ça fait vraiment des mois que je n'ai pas fait un truc nouveau. Et puis en plus, si ça peut être quelque chose d'excitant, c'est encore mieux. Alors, on a parlé d'urgence dans le chat, de pression. C'est vrai qu'il y a une théorie, parce que bon, après on a les sentiments, on a les ressentis, c'est toujours très très important. Aussi des chercheurs qui essayent d'objectiver ces phénomènes ressentis. Et en 2013, il y a un auteur qui s'appelle Hartmut Rosa qui a écrit un livre qui s'appelle Une critique sociale du temps, donc accélération, et qui essaye de créer un modèle, de théoriser ce qu'il appelle l'accélération sociale. Alors, il nous dit l'accélération sociale, c'est partout, la politique, l'art, la science, les relations professionnelles, la vie privée, l'éthique, tout. Il dit il y a 3 leviers de cette accélération sociale que nous ressentons, tout ce qui est innovation technique, l'accélération de la production, des transports, de la communication, le changement social et le rythme de vie. Alors, les innovations techniques, je ne reprends pas, c'est facile. L'accélération du changement social, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette théorie, c'est qu'il nous dit qu'en fait, les rythmes de changement culturel, donc des marqueurs forts culturels, les rythmes de changement sont supérieurs à la succession des générations. Alors, je prends un modèle facile, le modèle de la vie maritale, qui était un couple, un homme, une femme, en moins d'une génération, a connu la banalisation du divorce, du concubinage, des couples homosexuels. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne un sentiment et puis objectivement un changement social extrêmement accéléré. Et puis le rythme de vie qu'il définit comme le raccourcissement, la densification des épisodes d'action et subjectivement une recrudescence du sentiment d'urgence, de la pression temporelle contrainte, engendrant du stress, ainsi que de la peur de ne plus pouvoir suivre. Voilà. Donc on est bien, pour quelqu'un comme ce sociologue, dans une accélération du temps avec ces 3 leviers. Ce qui engendre une angoisse de l'avenir. J'aurais pu parler du futur, là c'est l'avenir. L'avenir, c'est ce qui advient, c'est ce qui vient vers nous. Et c'est vrai qu'il y avait, dans les événements qu'on a vécus ces 3 dernières années, on était dans une forme d'imprévisibilité plus que d'incertitude. Je tiens aussi à faire cette différence. Mais c'est clair que les épreuves que nous vivons, la guerre en Europe, le changement climatique de plus en plus angoissant, et puis bien sûr cette pandémie qui pour le moment est terminée, mais qui nous laisse penser qu'il pourrait y en avoir d'autres, on est dans une certaine angoisse de l'avenir, cet avenir qu'on ne peut pas prédire, avec donc cette partie du temps qui ne nous est pas encore donnée. Et donc, très souvent, dans les organisations ou même dans notre vie, on est un peu comme la Reine Rouge dans le magnifique roman de récit de Lewis Carroll, qu'on a beaucoup vu tous en dessin animé, mais c'est vrai que vous rappelez ce petit lapin qui court tout le temps et cette Reine Rouge, alors qui veut couper la tête de tout le monde, qui est complètement folle, mais qui court, cette scène où tout le monde court. Et pourquoi courir? Parce que tout le monde court et si on s'arrête de courir, on n'est plus là, on n'est plus dans la course. Et je crois qu'on est un peu tous des lapins, des reines rouges, toutes sans se poser la question de dire mais pourquoi, à quoi ça sert? Mais oui, on ne prend pas le risque de se poser. Donc je vais me recentrer, mais je pense que c'était important d'avoir cette vision historique, cette vision philosophique des arts. Je vais me recentrer maintenant sur le temps de travail en France en 2023, parce qu'autrement, c'est vrai qu'on part dans plein de choses qui sont toutes passionnantes, mais bon, il faut savoir refermer les tiroirs et puis aller vers quelque chose sur lequel on va pouvoir peut-être avoir un peu plus de maîtrise. En tout cas, c'est le but. Alors, en 2023, oui. Ouais. Juste pour te dire qu'on a quand même des gens dans l'audience qui ont testé de nouvelles choses récemment. Ils ont répondu à ta question dans le chat. Voilà. Donc, on a quelques personnes qui ont testé de nouvelles choses il y a moins de 2-3 mois, jusqu'à certains comme Nicolas, où c'était hier. Donc, voilà. Donc, on a des gens qui sont...
Ah bah ça, ils m'ont pas dit dans le chat. Eh ben, on en Je sais pas. parlera, voilà, on en parlera volontiers peut-être au moment des propositions. Super, Hein, on fait ça? J'avance et parfait. puis il y a un moment où on parle de propositions. Alors, les constats, je vais aller très vite, hein. Effacement des frontières vie privée, vie professionnelle, avec l'exigence de cette conciliation qui date il y a 20 ans, mais qui est maintenant posée depuis le premier confinement. On a compris qu'il y avait des choses possibles, particulièrement le télétravail. La fin de l'unité de lieu, unité de temps, unité d'action, ça c'est très important, hein, par rapport au temps. Et là, on voit bien tout de suite que le temps et l'espace, le lieu, ont des relations extrêmement étroites, on y reviendra. Le temps de travail n'est plus le temps au travail, là aussi, un split qui s'est fait et qui marque d'autres rapports au temps, et puis une fragmentation très forte des temps et des tâches qui nous interpelle. Hein. Et donc, on pourrait se dire que l'urgence est la nouvelle mesure du temps social. L'urgence est quelque chose de voilà, tout le temps, c'est tout le temps urgent. Je ne sais pas si des fois vous mettez, vous savez, on fait des mails et puis on met c'est urgent, c'est très urgent, c'est très, très, très urgent. Puis au bout de quelques semaines, tout est très, très, très urgent parce qu'on n'arrive plus à. Voilà, on est dans une forme de course de la Reine Rouge. Alors, là aussi, ce n'est pas que le salarié, que le travailleur qui est dans cette course sans arrêt à l'urgence, c'est, et ça peut être commencé par ça, le consommateur. Et nous sommes tous des consommateurs, tous. Et ce que nous montrent toutes les études marketing, de comportement du consommateur actuellement, c'est qu'on est dans une consommation du tout de suite. Voilà, je ne veux pas attendre. Et ce qui est terrible, c'est que je ne veux même pas attendre, ça veut dire que je n'ai même plus de désir. Et ça, c'est très grave. Les psychologues nous disent ne pas avoir le temps de désirer. Déjà, il y a une forme de frustration parce que le désir et la frustration sont eux-mêmes des moments où on se construit et où on éprouve le plus de bonheur. Donc, on n'a même pas le temps de désirer. C'est ces enfants qui ont des cadeaux qu'ils n'ont pas attendus, etc. La fast fashion fait partie évidemment de cette sphère du toujours plus. Je vous ai mis Uber Eats, je vous ai mis Amazon, et puis cette accumulation de biens qu'on a et qui pose ce problème très lié, bon, on ne va pas faire de quoi là-dessus, à la dégradation de la planète, avec les déchets qui s'accumulent. Et c'est une vraie question sur cette société de jouissance dans laquelle nous nous sommes installés. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on y réfléchit. On est sur une cinquantaine d'années, peut-être une centaine d'années maintenant, et qui fait que là aussi, on est dans une société largement du toujours plus, toujours tout de suite. Alors, je vais simplement faire une toute petite incursion pour dire que le temps, c'est aussi un bien commun. Là, on va parler à un moment de gestion du temps, mon temps. Mais mon temps, il croise le temps de tout le monde. Il a des interactions avec énormément d'autres personnes, d'autres phénomènes, d'autres institutions, et pas uniquement que l'entreprise, mon manager. Il est aussi un temps urbain, un temps de mon environnement de vie. Et je tiens à pointer une science qui existe depuis maintenant une vingtaine, une trentaine d'années, le chrono-urbanisme, qui fait que d'ailleurs des villes se sont dotées de spécialistes, d'experts, d'adjoints d'ailleurs, quelquefois élus, pour réfléchir aux dimensions temporelles de l'aménagement urbain, parce que les villes sont des lieux de mouvement, de temps, mais autant que de lieux. Et on a vu émerger avec la pandémie et le dernier confinement, ce concept de la ville du quart d'heure qui a été proposé par Carlos Moreno. Alors, il y a plusieurs caractéristiques, mais une des caractéristiques, c'est la proximité, que toutes les fonctions sociales soient accessibles en 15 minutes par transport actif, donc en vélo, éventuellement à pied. Et c'est-à-dire qu'on a l'école, la bibliothèque, la salle de spectacle à 15 minutes, pas plus. Donc, quand on va réfléchir tout à l'heure à notre gestion du temps perso, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on oublie tout cet enchâssement. Alors, je vais parler de l'histoire, mais là aussi, cet enchâssement de l'espace dans lequel on rentre. Alors, beaucoup d'effets paradoxaux. On travaille de moins en moins. Alors, de moins en moins, on travaille 3 fois moins qu'il y a un siècle.
Actuellement, on travaille en moyenne 1400 heures par an. Il y a un siècle, on était à peu près à 4000 heures. Au 19e siècle, on avait 70% du temps éveillé qui était consacré au travail. Là, on est tombé à 12%, hein, si je reste sur les 35 heures. Mais on attend tout du travail. Le plaisir, la reconnaissance, on attend de grandir. C'est un effet paradoxal. On a aussi le réussir sa vie, qui là, paradoxalement, pèse aussi de plus en plus sur le temps privé. Il faut réussir ses week-ends, il faut réussir ses vacances, il faut réussir sa vie de famille, son couple. Et ça aussi, c'est une pression importante qui n'est pas neutre, hein, par rapport à notre fameuse gestion du temps de travail. On a aussi quelque chose d'intéressant, c'est la professionnalisation des loisirs, qui sont vécus de plus en plus comme identitaires. Ce sont des loisirs qu'il faut faire avec intensité, avec efficacité, professionnalisme. Se pose aussi la question du temps gratuit, donc l'engagement associatif qui disparaît petit à petit. Ça va avec la pyramide des âges qui fait que de plus en plus de personnes qui faisaient vivre tout ce temps gratuit ne sont plus présents. Est-ce que le temps gratuit va continuer à exister? Et c'est ça qui tient la société dans beaucoup, beaucoup de sphères d'activité. Et puis la part grandissante des femmes en emploi. Alors elles étaient bien là, les femmes, mais elles accèdent de plus en plus, même si c'est beaucoup trop lent, à des sphères de management. Et on se rend compte que depuis que les femmes sont au travail, qu'on avait un peu oublié un tiers temps, qui est le temps domestique. En effet, le temps au travail, il faut le dire, est un temps masculin. Pourquoi? Parce que depuis que le travail existe, même si les femmes, je répète, ont toujours travaillé, ce sont les hommes qui ont géré et dominé la sphère professionnelle. Ce qui fait que le temps est masculin, c'est du loisir ou de la récupération, voilà, et que le temps domestique n'a pas longtemps été négligé, et que des temps d'arrêt, comme celui de la grossesse, n'est pas suffisamment légitimé. Alors rapidement, pourquoi on dit ça? C'est que les femmes assurent, 70% des femmes, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, assurent les tâches domestiques, que plus on a d'enfants, moins on travaille, les femmes sont écartées parce que la gestion du temps pour elles n'est pas possible entre les deux parties. Et puis qu'il y a des spirales régressives qui sont liées au temps. Les femmes vont prendre des temps partiels quand elles ont des enfants, donc elles vont avoir moins de possibilités d'avoir des promotions, et plus elles sont sur des emplois précaires, plus elles sont confrontées aux charges domestiques. Donc le temps, la répartition du temps est genrée. Et ça, c'est une vraie interpellation qu'on a aussi pour les managers dans les entreprises, même si on ne prend pas toujours de cette façon-là. Et enfin, le temps n'est pas de standard. On a tendance à penser qu'une heure vaut une heure. Non, une heure ne vaut pas une heure. Le temps industriel n'est pas le temps social. Le temps industriel, il est très quantitatif, très abstrait, très linéaire. Le temps social, il est multiple et différencié. Le temps d'un travailleur indépendant n'est pas celui d'un salarié, celui du commercial n'est pas celui du marketing. Les appréciations du temps ne sont pas les mêmes en fonction des métiers qu'on occupe. Le temps au travail est un temps plus linéaire, plus masculin peut-être, et le temps privé, un temps très irrégulier, fait de rupture, peut-être plus féminin, compte tenu en tout cas des répartitions. Et puis, en plus, chacun a ses variables personnelles. Il y a des gens qui ont besoin du shoot d'adrénaline pour mener à bien un dossier. D'autres ont besoin de temps d'anticipation. Et puis, certains ont besoin de procrastiner pour être créatifs. Donc, il y a aussi toutes ces variables qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, l'entreprise fourre son nez beaucoup dans notre gestion du temps. Dans notre gestion du temps ou notre non-gestion du temps, mais elle nous impose un cadre. Et c'est vrai que depuis les années 70, on se situe à peu près à ce moment-là, l'entreprise, elle gère la flexibilité des temps de travail. Actuellement, vous avez le droit à une journée ou à 2 journées de télétravail ou pas, etc. Elle gère les congés, même s'il y a eu des relais institutionnels. Il y a toute cette soft law, ces conventions collectives qui permettent de mettre à disposition des choses qui sont sur le lieu de travail, mais aussi en dehors du lieu de travail, et qui vont, par exemple, quand vous permettez un congé sabbatique, quand vous donnez du temps à des salariés pour aller travailler une demi-journée par semaine avec des associations, c'est quand même l'entreprise qui va peser sur votre organisation du temps.
Et c'est vrai que les enjeux pour l'entreprise sont très importants. Bien des gens qui gèrent bien leur temps et qui ne sont pas dans l'urgence, dans la fatigue, dans l'angoisse, particulièrement les femmes et leur double journée, bah, on réduit la fatigue, on réduit le stress, on limite l'absentéisme, on installe un bien-être au travail et puis peut-être qu'on augmente aussi la performance. Donc l'entreprise a tout intérêt à ce que le temps de ses collaborateurs soit bien géré. Avec le risque d'effet boomerang, c'est-à-dire qu'on peut avoir, et sur ces questions du temps, on en a vu plusieurs, on peut avoir des choix très intéressants et très bienveillants vis-à-vis des collaborateurs et se rendre compte que, eh bien, en fait, ils nous reviennent dans la figure parce qu'on n'a pas anticipé certaines choses. Par exemple, les temps partiels, hein, le fameux 80%, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est les mères de famille avec des enfants jeunes qui vont prendre le fameux mercredi. L'entreprise a du mal à fonctionner le mercredi parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et puis elles, eh ben, elles sont vécues comme des personnes se désengageant et étant moins promouvables, par exemple. Le tout sur place qui fait gagner tant de temps, hein, la conciergerie, les problématiques de gestion domestique. Voilà, c'est aussi une emprise de l'entreprise et on aura du mal à la quitter pour des mauvaises raisons. Tout ce qui est distanciel, très bien, mais c'est une très grosse charge mentale. Maintenant, on s'en rend compte chez les collaborateurs comme les salariés. Et puis, il y a toute la question de la cohésion sociale quand on décide de travailler beaucoup plus en asynchrone, en distanciel, voilà, avec la question des arbitrages et des priorisations. Le mercredi, le fameux mercredi, est-ce que je dois l'accorder à une femme qui a des enfants en bas âge, à un homme qui s'occupe de ses vieux parents et qui veut le mercredi pour ça, ou à quelqu'un qui encadre des enfants du judo. Donc, le temps est aussi une décision que doivent prendre beaucoup de managers sur des arbitrages à avoir. Alors, la gestion du temps, eh bien, on va avoir deux postulats. Le temps comme une ressource, ça a été dit par des personnes qui autour de la table, là, et puis le temps linéaire depuis la révolution industrielle. Donc, vous savez, la révolution industrielle, ça consistait à amener des gens qui travaillaient plutôt sur des cycles et qui étaient à domicile, de les amener, comme on le voit, sur des lieux qui sont des usines, des factories, ça a commencé en Angleterre, et puis petit à petit, Charlot, les temps modernes, a chronométré les gestes, à les rendre de plus en plus efficaces, quitte à rendre les gens complètement, d'être des vrais robots. Voilà, on est le temps. Et pourquoi j'ai mis un fleuve? Cette vision d'un temps linéaire, c'est le fameux, on ne se baigne jamais dans le même fleuve, le temps passe, on ne le rattrape pas, et on s'installe dans ce temps que les Grecs appelleraient chronos. Alors, quels sont nos tyrans? Alors là, Grégoire, c'est à toi de jouer. Oui, tout à fait. On dit qu'on a beaucoup de choses qui pesaient sur notre vision et notre gestion du temps. Alors, je te laisse. Ouais, alors c'est vrai que maintenant je pense que voilà, que c'était vraiment super de poser tout ça et je pense que ça a résonné forcément en vous à plein d'égards. Et on voulait vous demander avec Isabelle, vous, quels sont vos tyrans en matière de temps? Alors, dans le petit onglet sondage, on vous propose de répondre. Isabelle, je vais te soumettre le vote des participants. Donc, vous allez dans le petit onglet sondage et comme ça, vous pouvez voter. Alors, on vous a fait quelques propositions. Alors, je vous invite à y aller. Est-ce que vous Et le voyez? éventuellement, on peut en ajouter d'autres, hein, c'était ça? Ouais, tout à fait. Il y a autre qui est en train de, alors voilà, c'est en train de voter. Alors, on vous propose votre manager, votre vie personnelle, vos clients, vos agendas électroniques, vos collaborateurs, ou justement l'asynchrone ou autre. Et si vous en avez d'autres, on est preneur. Voilà, donc, allez-y, je vous en prie. C'est en train de se remplir. Merci beaucoup. Alors, ce qui est en train de ressortir, quelles sont les grandes tendances? Donc, les tyrans des personnes autour de la table sont d'abord leurs clients, à hauteur de 23%, après leur manager, à hauteur de 20%, et après, on arrive sur la vie personnelle et autres. Voilà. Mais tout ce qui est agenda électronique, collaborateur et asynchrone, c'est pas des tendances très fortes. Donc, client et manager. Et peut-être dans les autres, pour ceux qui ont la gentillesse, qui ont mis autre, si dans le chat, vous pouvez nous dire quel est cet autre.
Après, Florence nous rappelle la pression qu'elle se met elle-même. Pour Oui, Sandrine, c'est les organisations centralisées. Les- oui. Et pour Anne, c'est les messages Outlook. Oui, donc c'est un petit peu la notion de. Oui, oui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Gilda, lui, nous parle des déplacements. C'est vrai que dans ce monde de plus en plus virtuel, c'est vrai que les déplacements, on en Oui. parle de moins en moins. Et pour le coup, c'est Gilda qui nous en parle. Donc, voilà un peu les grandes tendances côté. Donc, les clients et les managers. Là, ça s'est stabilisé. Donc, on est sur des choses assez classiques, hein, en définitive. Le monde manager avec ses injonctions, j'imagine, et mes clients qui veulent tout de suite, j'imagine aussi. Voilà. Les collaborateurs peuvent être aussi des tyrans. Et en effet, moi, en tant que perso, je peux être mon propre tyran. On va le voir, d'accord. Donc, on a Frédéric nous toutes parle aussi. sortes. Peut-être une dernière Pardon. chose, parce que je trouve ça intéressant. Frédéric nous parle aussi des objectifs de son organisation qu'il faut Oui, atteindre, qui c'est ça. effectivement sont son tyran par rapport au temps. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de l'entreprise en général. Ouais, c'est vrai, pour moi, le manager, c'est un petit peu quand même la personne, évidemment, qui peut vous interpeller, mais c'est aussi en tant que représentant des objectifs, en effet, de l'organisation. D'accord, ok. Donc, on est sur des choses assez classiques et qu'on retrouve tout le temps. Quand on regarde des enquêtes de QVT, quand on regarde des enquêtes de bonheur au travail, la notion de l'urgence, la tyrannie de l'urgence, la notion de j'ai pas le temps de faire les choses. Vous savez, l'idée du travail empêché. J'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup travailler, et je suis d'accord pour beaucoup travailler, mais je n'arrive pas à travailler correctement et justement, j'ai l'impression d'être tout le temps à courir après le temps. Alors, justement, là, quels sont les leviers du management? Donc, on rentre dans des choses un peu plus concrètes. Les leviers du management, je reprends la théorie socio-économique du professeur Saval, c'est 4 leviers. Le premier levier, c'est piloter. Donc, quand on manage, on pilote les fameux KPI, les fameux indicateurs. Le mot pilotage est un des mots les plus utilisés quand on parle de management. On doit savoir communiquer, bien communiquer, avec la notion de feedback. On doit savoir aussi toiletter. Alors, toiletter, c'est intéressant parce que c'est justement éviter que le temps laisse ses oripeaux, qu'on entasse les procédures, qu'on entasse les documents, voilà, on doit jeter, on doit nettoyer, on doit faire le vide au sens clarifier les choses tout le temps. Et puis, j'ai mis au cœur la synchronisation. Et autant je pense que les gens sont très à l'aise, les managers, avec la notion de pilotage, ça je le retrouve absolument partout où je passe, on sait piloter, on est un pilote, autant je pense que la notion de synchronisation est oubliée. Et une intime conviction, je le vois, je le lis aussi, c'est que le manager doit, maintenant, fin de premier quart de siècle, du 21e siècle, être un grand synchronisateur. C'est-à-dire que comme les choses partent dans tous les sens, qu'on est dans cette fragmentation, qu'il y a des gens avec qui travaillent qui sont à l'autre bout de la terre, avec des fuseaux horaires, et puis tout simplement les rythmes, des gens qui vont lentement, des gens qui vont vite. En fait, son job le plus important, c'est de savoir synchroniser les envies, les désirs, pour justement devenir le maître des horloges qu'il doit être. Et pour ça, je pense que la meilleure image qu'on puisse avoir avec toutes les limites, eh bien, c'est la musique. C'est-à-dire que nous avons, quand un manager a toujours des collaborateurs qui sont des gens excellents, qui sont tous des virtuoses, si tous ces virtuoses, comme on les voit sur cette photo, jouent parfaitement leur partition, mais chacun dans leur coin, c'est de la cacophonie. Et quand le chef d'orchestre arrive, lève sa baguette, eh bien, ça devient de la musique. Et si on arrive à voir l'activité d'une entreprise, d'une organisation comme un flux, les chefs d'orchestre vous disent, les témoignages sont très forts à ce niveau-là, la musique circule, l'activité circule, et ce chef d'orchestre, il fait ralentir les uns, il fait accélérer les autres, il fait répondre. Je pense que c'est passer du temps au tempo. Et je pense qu'un manager doit être de plus en plus un grand régulateur du tempo, avec des moments où il faut savoir accélérer, des moments où il faut savoir ralentir, des moments où il faut savoir dire aux gens, mais non, il faut que vous travaillez ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît une image à garder en tête, être un synchronisateur des équipes
et on va voir un peu comment on peut s'y prendre. Alors, on avait avec Grégoire une troisième question, c'est ne pas travailler vous évoque quoi? Et je crois qu'on avait proposé trois projets et une quatrième possibilité. Tout à fait, effectivement. Donc, c'est de nouveau dans le sondage. Je vous invite à répondre. On se demandait ce que ça vous évoquait, effectivement, cette notion de ne pas travailler avec Isabelle. Donc, vous pouvez soumettre le vote que je vais partager avec Isabelle. Alors, pareil, donc si vous avez des autres, je vous invite à les mettre dans le chat. Il y a beaucoup de autres d'ailleurs, tiens, c'est la majorité. Je m'en doute, je m'en doute. Alors, ça se stabilise. Alors, on a l'inutilité et autres qui sont en haut du podium. Donc, ne pas travailler, donc c'est l'inutilité. Après les autres, on va les prendre. Et aussi l'oisiveté. En revanche, il n'y a qu'une personne qui a mis le désintérêt. Donc, on a vraiment inutilité, oisiveté. Et dans les autres, Isabelle, ce que nous partage la communauté, c'est une pause mentale, Oui. la détente, cette notion de repos, être utile autrement, faire autre chose, ok. Adrien nous dit, elle est pas belle la vie, donc cette notion vraiment plus tournée vers un enrichissement personnel, expérimenter de nouvelles activités, profiter de la vie, ne rien faire, prendre son temps. Donc tous les autres sont tournés vers des notions de prise de temps pour soi et d'épanouissement personnel, hein, si je résume. D'accord. Ce qui est en fait une forme peut-être ou d'oisiveté peut-être, mais vue de façon très positive. Voilà. C'est ça, parce que l'oisiveté est plutôt négative quand même. L'oisiveté a un peu connoté. Oui, l'oisiveté est plutôt négative, mais là on voit quand même que c'est du temps pour soi. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien, et je m'en doutais, compte tenu un peu des caractéristiques des personnes qui sont sur cette réflexion. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne travaille pas, si vous y réfléchissez, les représentations qu'on a ne sont en général, là je parle des représentations, pas hyper positives. Et c'est vrai que bon, c'est quelqu'un sur lequel on peut avoir un jugement de valeur, quelqu'un d'oisif, parce que le travail, c'est l'action. C'est quelque chose, par contre, une valeur très, très positive. C'est être inutile, hein, il ne travaille pas, c'est un chômeur, il bénéficie des allocations, un peu un passager clandestin de la société, hein, il est improductif, le travail doit être rentable. Et puis, le travail, c'est aussi une source d'enrichissement, et pas que d'enrichissement pécunier, hein, c'est un enrichissement aussi intellectuel, on apprend des choses, et voilà. Et donc, souvent, si on l'admet, le regard sur la personne qui ne travaille pas, qui ne travaille plus, n'est pas forcément positif. Et ça explique d'ailleurs beaucoup, hier j'ai eu cette occasion d'en parler dans un autre cercle, cette angoisse de la retraite qui existe, parce que là on nous dit que beaucoup de gens voient la retraite comme quelque chose d'heureux, de merveilleux, où on va pouvoir enfin ne plus subir le travail. Mais il y a aussi toute une catégorie de personnes qui sont très, très angoissées à l'idée d'être à la retraite et qui perdent complètement leur statut social. Mais le non-travail peut être perçu comme quelque chose de pas forcément très positif. Alors, j'en arrive aux méthodes, parce qu'il faut avancer. Alors, les méthodes, je vais vraiment passer très vite parce que ça serait complètement ridicule de ma part de faire un cours sur des méthodes. Vous tapez sur Google, vous avez des séminaires, des pages et des pages de bons conseils sur les méthodes. Alors, je vais en rappeler quelques-unes et vous dire un peu, moi, comment je les vois. Bon, vous avez toutes ces méthodes qu'on appelle time blocking, time boxing, qui consistent à planifier des blocs. C'est très, très, très utilisé, hein, en définitive, si on n'utilise pas le mot en soi. On va bloquer des mots pour toutes les activités et leur donner une durée. Et ça va permettre d'optimiser son temps, puisque nous sommes dans une époque où le temps est vécu comme une ressource qu'on peut optimiser. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette méthode qui est arrivée, Getting Things Done, qui est plus dans quelque chose, je caricature beaucoup, hein, de faire des listes, de tout noter, en effet, mais sans se contraindre, hein, sur le temps
qui serait censé être le temps dont on a besoin pour réaliser les tâches. On a la méthode qui vient de Pareto, qui est l'idée qu'il y a 20% du travail qui accapare 80% de notre temps. Donc, autant se concentrer sur des tâches rapides en premier temps, sans productif, et on pourra se concentrer sur des tâches qu'on considère comme plus utiles. La méthode Pomodoro, alors Pomodoro parce que ça utilise un minuteur, et les minuteurs en Italie sont souvent la forme de tomate, ce qui est le mot Pomodoro, et vous réglez sur une durée de 25 minutes, et ces 25 minutes écoulées, vous faites une pause de 5 minutes. Voilà. Bon, moi j'ai essayé celle-là, elle m'angoisse parce que je passe mon temps à regarder le minuteur, enfin mon minuteur qui n'est pas une tomate, et ça ne me va pas du tout, par exemple. Avaler le crapaud, la fameuse méthode inspirée de la fameuse phrase de Mark Twain qui dit que si vous devez avaler un crapaud vivant, il vaut mieux le faire le matin à la première heure et rien ne pourra vous arriver de désagréable ou de pire pour le restant de la journée. Bon, c'est commencer par les tâches les plus rebutantes en priorité sans délai. Je dirais que ça, des fois, on a le courage de le faire systématiquement. Personnellement, moi, je n'y arrive pas et ça ne me met pas forcément de bonne humeur de commencer par des tâches difficiles parce qu'on n'arrive pas toujours au bout. Ça, c'est aussi un des problèmes. Donc, ces méthodes, elles me paraissent toutes intéressantes et je pense que dans la conversation, il y en aura d'autres qui vont arriver, puis certains qu'on aura adoptés et qui leur conviennent très bien. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a une grande variabilité en fonction du temps, du lieu, de la personne. Moi, la méthode qui me paraît la plus intéressante, c'est la matrice d'Eisenhower que vous connaissez tous, donc je vais aller très vite, hein, c'est l'important et l'urgent. Pourquoi elle est intéressante? Déjà, les notions d'important et d'urgent, elles sont subjectives, donc ça j'aime bien parce que c'est à nous d'apprécier la réalité des choses. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans cette matrice, c'est pas faire ou planifier, là, qui est une banalité totale, mais c'est savoir éliminer. Ah, ça, je trouve ça formidable. Avoir le courage d'éliminer, et donc de transgresser. Et bien se dire, je ne vais pas remplir le xème tableur Excel que de toute façon personne ne me demande, puis on verra bien ce qui arrive. Je ne vais pas faire telle tâche qui ne me paraît vraiment pas intéressante. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et la délégation. La capacité au savoir déléguer, qui fait que très souvent, on est notre propre tyran en termes de gestion du temps parce que on ne veut pas déléguer, on ne le fait pas bien. Alors, on délègue des tâches ingrates, parce qu'on va faire de la délégation par expulsion, et la vraie délégation concertée, on accompagne les personnes et on leur donne des tâches qui étaient les nôtres pour passer à des tâches plus importantes. Ça, c'est rarement le cas. Donc, savoir déléguer, savoir éliminer. Moi, la méthode que j'utilise depuis longtemps, quand de temps en temps, alors j'irai un petit peu au fil de l'eau parce qu'elle est facile, elle est tellement facile, c'est la méthode très très simplifiée de la gestion du temps de l'ISEOR. En fait, elle est très simple. Elle rejoint d'autres méthodes comme le time boxing. On note tout ce qu'on fait sur une semaine. On prend une semaine type, on note tout ce qu'on fait. Les interruptions, les réunions, les coups de téléphone, la photocopieuse cabourée, la pause café, dans un agenda. Et on met à la fin d'une semaine, on met des couleurs. Et on se dit, là, c'est une tâche de gestion courante. C'est normal, c'était dans mon job, cette réunion, faire un rendez-vous, ceci, aller chez un client, c'est mon métier. On prend une autre couleur, là j'ai mis orange, pour la réduction de dysfonctionnement. En fait, j'aurais dû passer, si tout s'était bien passé, j'aurais dû passer 10 minutes à réserver mon avion. Et en fait, ça a bugué, j'ai passé 1 heure. La photocopieuse est encore tombée en panne, j'ai dû passer 1 heure à refaire quelque chose qui avait été mal fait, j'ai dû relire un rapport, réduction de dysfonctionnement. Et puis des tâches où on dit, là, j'ai l'impression de créer quelque chose, de faire quelque chose de nouveau, de m'épanouir, de faire marcher mes neurones, création de potentiel. Et à la fin de la semaine, on regarde, on fait un camembert et puis on se dit, tiens, top, j'ai fait de la création de potentiel, de la valeur ajoutée. Mais dans la réalité, on est souvent là-dessus. C'est-à-dire qu'on régule énormément de choses de dysfonctionnement, on fait de la gestion courante et puis on fait très peu de création de potentiel. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est de se dire aussi, après tout, alors déjà, c'est de se dire, quel dysfonctionnement, comment je peux réduire ces dysfonctionnements? Est-ce que je sais déléguer?
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux acheter une photocopieuse neuve que passer des heures? Donc, c'est aussi faire la course au coût caché, au temps passé à des choses qui n'auraient pas dû lieu d'être. Et puis, c'est s'interroger sur moi. Est-ce que je suis un être de gestion courante? Après tout, j'aime beaucoup la routine, en tout cas en ce moment. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime réguler des dysfonctionnements? J'en parlais l'autre jour avec des ingénieurs HSE, ils me disaient, mais nous, on passe notre temps à réguler des dysfonctionnements. C'est-à-dire que si les gens mettaient leur casque, leur botte de sécurité, suivaient les... Voilà, notre métier n'existerait pas. Et c'est vrai qu'on peut avoir aussi l'envie d'être beaucoup plus, moins dans la création de potentiel. Mais c'est intéressant de s'interroger sur qui je suis, comment je veux mener mon temps de travail. Et donc, moi, je le fais sur mon agenda électronique. J'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du vert. Voilà, et j'essaye de voir un petit peu à l'œil, comme ça, comment ma semaine, par exemple, s'est passée. Alors, parce que en fait, quand on dit se connaître, la psychologie positive nous dit vous avez plusieurs façons de mener votre vie. Et il y en a une, bien sûr, c'est le plaisir, mais il y a surtout le flow et le sens. Et c'est vrai que le flow, qui a été vraiment un concept maintenant qui doit avoir une cinquantaine d'années, des années 70, de Mihaly, Csikszentmihalyi, c'est quelque chose qu'on a découvert, quoi. Cet état mental dans lequel on est complètement plongé pour une activité. Et pourquoi j'en parle? Parce que le flow, c'est des moments où on ne voit pas le temps passer. On est dans la satisfaction, on est dans l'engagement, on est dans l'accomplissement, sachant qu'on a aussi des flows qui sont moins positifs et qui font qu'on relève la tête, par exemple, d'un jeu vidéo en se disant « mais ça fait des heures que je cherche sur Internet, des heures que je fais ce jeu vidéo ». Et là, on a des voleurs de temps, des voleurs de temps. Martin Seligman, le père de la psychologie positive, dit qu'il faut aussi privilégier le sens. Et là, on revient à Sénèque, on revient à Pascal. Et sommes-nous des êtres de flow actuellement ou de sens? De flow au sens d'emploi du temps, de concentration, voilà, on est tout engagé dans des choses, ou des êtres de sens. Et là, il y a vraiment des questions à se poser sur est-ce qu'une vie remplie d'activités qui nous plaisent d'ailleurs, sortir le soir, faire un after, aller faire une journée de ski, mais enchaîner, est-ce que c'est une vie qui est suffisante et nous donne, ou est-ce qu'on a besoin de plus de sens, comme nous le dit Martin Seligman? Alors, un des lieux, je parlais tout à l'heure de synchronisation dans les entreprises, un des lieux importants de synchronisation et de gestion du temps, au-delà de cette gestion du temps personnel, parce que nous ne sommes pas seuls, une fois plus, nous sommes des êtres d'interaction dans le travail et dans la société, ce sont les réunions. Et les réunions, il y a deux grands dangers. Le danger, parce que la réunion, c'est tout le temps. Moi, chaque fois que je fais une conférence, chaque fois qu'on parle, mais même pas du temps, c'est les gens qui disent « mais on perd notre temps en réunion, les réunions sont mal faites, la réunionnite ici ». Voilà, et il y a deux dangers qui sont des explications. C'est le CI way, c'est « cover your ass ». On fait des réunions pour couvrir son cul, pour pas prendre de risques. Et plus on a de réunions, plus les gens sont censés être au courant et on se protège. Ou on est dans la ritualisation, ce que on appelle les anarchies organisées, donc des rites qui tiennent, la ritualisation sans se poser de questions. Et c'est vrai qu'entre la ritualisation et le cover your ass, on a une dérive complète de ces temps qui sont tellement importants pour la synchronisation et une optimisation de la gestion du temps d'une équipe. Alors, une bonne réunion, c'est pareil, je ne vais pas vous faire un cours, mais juste les gens nécessaires, alors qu'on a tendance à appeler la terre entière, juger si c'est du distanciel, du présentiel, de l'hybride, avec tous les inconvénients qu'ont certaines... Là, l'autre jour, j'étais dans des réunions en hybride, c'est extrêmement complexe à gérer. Le distanciel, on en voit bien les limites tout le temps, mais aussi des avantages. Donc, c'est réservé à qui, quand, comment. Avoir un ordre du jour, avoir une durée. On a toujours des débuts de réunion, des heures de début, rarement les heures de fin. La préparation, que tous les participants préparent et qu'ils soient là.
en ce qu'on appelle le presencing. Voilà, parce que nous ne sommes pas multitâches. Et là, de plus en plus, c'est démontré. Alors, on est persuadé qu'on peut faire 12 jours à la fois. Donc, ça implique aussi un animateur, un timekeeper et un scribe. C'est-à-dire que ce n'est pas la même personne qui va faire le compte-rendu, qui va maintenir le temps et qui va animer. Donc là, il faut jouer sur ces parties-là. Et puis, compte-rendu, c'est plutôt une fiche de résolution. Il manque le U, une fiche de résolution. C'est-à-dire qu'il faut déjà être sur le coup d'après, quand on termine une réunion, on a dit quoi, qui va le faire, quand et comment. Donc, cette notion de se mettre en action à l'issue d'une réunion. Et là, on crée un cercle vertueux de la réunion. On n'est plus dans ce cercle vicieux que j'entends tout le temps, tous les jours, et qui font qu'on a des dévoreurs de temps. Après, moi, je pense que quand on gère son temps, ben, il faut penser aux autres. Je ne sais pas vous, mais j'ai tout le temps des difficultés à maintenir des réunions, des rendez-vous, des webinaires. Et puis, pour apprendre que j'ai fait les pieds au mur pour tenir mon agenda. Et puis, des gens qui arrivent en disant « Ah ben, je ne peux plus, ah ben, ce n'est plus possible. » Et puis, on démonte. Et ce jeu de domino terrible. Et là, les managers doivent être exemplaires par rapport à ça, parce que c'est souvent eux, ayant le pouvoir, qui peuvent se permettre certaines choses. Donc, il y a aussi cette intelligence des autres quand on gère son temps. C'est un temps qui ne nous appartient pas uniquement, c'est un bien commun. Apprivoiser le vide me semble éminemment important. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à fait en phase avec vous de l'importance des pauses, de l'importance des moments où on va s'arrêter, où on va ralentir. Je parlais tout à l'heure du tempo. Et moi, ce que je constate, c'est que ça devient un luxe. C'est-à-dire que c'est dans les plus hautes couches des gouvernances que les personnes se permettent d'avoir du temps pour réfléchir, d'avoir du temps à eux. Certains maintenant se vantent, on a des témoignages de managers de ne plus du tout avoir de téléphone, qui sont le smartphone un fil à la patte. Et il y a cette fameuse sketch que pratique Warren Buffett avec Bill Gates, où on demande à Warren Buffett le secret de sa réussite, puisque c'est un homme qui a plus que réussi, et il sort un petit agenda papier tout pourri. Voilà, on feuillette l'agenda papier et on se voit qu'il a 2 rendez-vous, si ce n'est pas un seul dans la journée. Son agenda est vide et il dit moi, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne peux pas être dans le chaos. Voilà. Mais ça devient du luxe d'avoir du vide. Et on en a peur. On en a peur du vide pour avoir travaillé avec pas mal de COMEX ces derniers temps. Cette notion, mais d'ailleurs qu'on donne dès la petite enfance, du plein et du trop-plein, elle est terrible. Réfléchir aussi au temps indirectement productif. Tout à l'heure, je parlais de temps de loisir ou de temps de repos. On a aussi cette partition productif-improductif. Non, il y a des temps dans l'entreprise. On l'a bien vu maintenant, il y a longtemps, au moment du passage aux 35 heures. On le voit bien maintenant avec des webinaires, le travail distanciel. L'informel est tellement important pour apprendre, on le sait, pour comprendre ce que disent les autres, pour être créatif. Et c'est les pauses, par exemple, ne sont pas des temps improductifs, ce sont des temps indirectement productifs. Et ça, il faudrait vraiment bien intégrer pour que tous ceux qui les remettent en cause n'aient pas l'impression qu'on ne fait rien, qu'on est inutile, qu'on est oisif quand on arrête de travailler quelques heures ou voire quelques jours. Et puis, il y a la confiance. La confiance, alors j'ai parlé de la délégation. Moi, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de managers qui ne savent pas dire non. Ils sont dans une forme d'hyper-contrôle, ils veulent tout voir, ils veulent tout contrôler, ils sont incapables de faire confiance et de déléguer, ils ne savent pas lâcher prise. Alors, c'est les candidats et les candidates au burn-out, on le sait, et c'est ces managers poubelles qui prennent tout, oui, et qui ne savent plus gérer leur temps, gérer cette pression. Alors après, ils vont dire c'est mes collaborateurs qui me demandent, c'est le client. Oui, mais qui ne savent pas. Et quelque part, c'est eux qui... Vous savez, on parle beaucoup de la charge mentale. Une charge mentale, j'ai eu l'occasion là aussi, il n'y a pas très longtemps, lors d'échanges, de parler de la charge mentale des femmes. Oui, mais beaucoup de mères de famille doivent savoir aussi qu'un mari peut étendre le linge sans reprendre. C'était l'exemple qu'on donnait. Un monsieur qui disait je rentre chez moi, j'étends le linge pour donner du temps à ma femme. Elle arrive, elle le réétend à sa façon.
Donc là aussi, il faut vraiment se poser sur les questions sur qui je suis et est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui est incapable de lâcher prise. Je vais terminer avec l'idée d'un agenda qui pourrait être un peu plus créatif. Quand on a inscrit dans son agenda une réunion, peut-être le mettre sous forme d'une question, sous forme d'un objectif, plutôt que dire rendez-vous avec machin. Mais avoir déjà un petit questionnement sur renouer la relation, parler, enfin avoir, être, peut-être signer un contrat, mais se donner un petit objectif plutôt que simplement rendez-vous, réunion, etc. Sortir des timings classiques, 0, 15, 30, 45. Pourquoi pas avoir des réunions de 7 minutes, de 13 minutes, de 33 minutes. Voilà, sortir. Et on voit qu'on peut peut-être se dégager les fameuses zones tampons. Moi, la première, je suis hyper mauvaise quand je suis en distanciel. J'enchaîne 9h, 10h, 10h, 11h. Non, il faut introduire des zones tampons, ce qui d'ailleurs nous permet, si on s'autorise à faire des trucs de 55 minutes ou de 53 minutes, quoi. Avoir des plages sans interaction, c'est-à-dire des moments où on est tout seul, face à soi, ça c'est très très important. Ça fait peur des fois, mais c'est important. Et se mettre en mouvement. Donc l'idée que, là j'assistais à une conférence récemment sur ce qu'on appelle par exemple la marche dialoguée. On constate que quand on marche à 2 ou à 3, on est beaucoup plus efficace en parlant, en marchant, que quand on est assis face les uns à une table. Donc des petites choses qui peuvent aussi, à la marche, nous permettre de mieux gérer ce fameux temps. Et puis des tips, voilà. Être modeste, c'est la loi de Parkinson, le travail augmente jusqu'à occuper entièrement ce qui lui est affecté. Voilà, donc moi j'ai connu ça quand j'étais des enfants, j'ai 6 enfants, ils sont petits, je rentrais du travail tôt pour m'en occuper. Et quand j'ai commencé à avoir plus de temps, je ne crois pas que je travaillais mieux. Je travaillais plus, j'étais plus sur mon lieu de travail, mais je ne pense pas que j'étais plus efficace. Donc savoir que ce n'est pas la culture des longues heures, qui est une culture très masculine, où on fait beaucoup d'heures au bureau. Je pense à la culture japonaise, qui est d'ailleurs en train de basculer. C'est une erreur. Là aussi, être modeste, 100% de qualité, les perfectionnistes, c'est de la surqualité. Il faut savoir qu'il y aura, peut-être 98, 99, 97, mais les finalisations sont souvent des voleurs de temps terribles. Savoir commencer par le milieu d'une tâche. Des trucs tout bêtes, moi j'ai souvent des thèses de doctorat à lire. Je ne vais pas commencer à la page numéro 1, je vais me surprendre. Voilà, je vais me faire surprendre et puis je vais commencer à la page 100 et ça sera plus facile. Ou alors au milieu d'une tâche, aller faire du ménage ou faire une course ou se mettre en mouvement. Voilà. Et commencer par le milieu d'une activité, je trouve que ça a quelque chose d'intéressant. Pratiquer la Tawadak, anytime, anyway, any device, any content. Voilà. Dans le train, je fais certaines choses que je ne peux pas faire dans le métro parce que je suis debout. Je travaille chez moi mieux que pour certaines tâches qu'au bureau. Voilà, identifier des lieux qui, en fonction du contenu, en fonction du matériel que vous allez utiliser et en fonction du temps où vous allez faire un rapport où vous avez besoin d'être très concentré, ça va peut-être être je ne sais pas moi, c'est dans un café tard le soir, d'autres vont se lever très tôt le matin et travailler sur leur lit. Voilà. Donc la Tawadak est quelque chose qui peut être très efficace et à condition d'avoir des zones d'autonomie. Surprenez-vous, voilà, de temps en temps, tiens, ça c'était la 18e tâche sous la pile, mais je vais la faire maintenant. Et c'était peut-être pas le truc dans l'ordre linéaire que j'aurais dû faire, mais là il y a quelque chose qui se passe, j'ai envie de m'y coller. Et puis, nudgez-vous. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des fiches de résolution à la fin d'une réunion. Préparer le soir quand on quitte son bureau, sa table, 2-3 documents, 2-3 post-it qui vont nous permettre de nous mettre au travail. Voilà, utiliser ces techniques de nudge à notre attention. Et vous avez sûrement plein d'idées à donner. Voilà, la dernière question, c'est si on est très efficace et qu'on libère du temps, qu'est-ce qu'on fait de ce temps libéré? Quelles sont vos envies? Donc, on avait 4 propositions avec Grégoire. Voilà, c'est effectivement, soit dans le sondage, soit dans le chat, et après, on va prendre vos questions. Maintenant, je pense que voilà, le but, c'est que vous avez exploré, grâce à Isabelle,
où vous en étiez avec ce rapport au temps, ce que ça évoquait chez vous. Et donc, on trouvait ça intéressant en fin de masterclass de vous demander, forcément, vous allez vous libérer du temps ou le gérer d'une autre manière. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce temps? Est-ce que justement, vous allez l'exploiter pour travailler davantage? Vous allez l'utiliser pour votre vie perso, pour un loisir, pour du repos ou autre? Voilà. Donc, on vous laisse répondre et soumettre le vote qui, de manière assez logique, vont pas mal sur ma vie perso et du repos. On a quand même 2 personnes qui vont travailler plus, 15%, plus de loisirs. Ok. Donc on est plutôt, Isabelle, quoi, des gens qui sont 35% sur la vie perso, 40% et du repos. Donc voilà, 50% sur la vie perso. Donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et dans le autre, je vais aller regarder dans le chat. Si vous avez la gentillesse de mettre, il y a Gilda qui est en train de taper. Et je rebondis, il y a aussi Frédéric qui nous partageait des fonctions sur Outlook pour mieux définir ses rendez-vous avec des temps. On peut paramétrer des petits temps de pause entre chaque réunion. Et Gilda nous dit quelque chose de très chouette, je trouve, c'est donner du temps aux autres. Oui, bien Je sûr. ne sais pas ce que ça t'évoque, Isabelle. Ben, je pense en tant que manager. Je ne sais pas, Gilda, si c'était du temps aux autres dans un cadre perso ou du temps aux autres pour tes équipes. Ah, oui. Donner du temps libéré. Oui, parce que ça, c'est vrai que le manager, c'est toujours l'exemplarité du manager. C'est-à-dire que lui, s'il s'autorise à avoir des plages, qu'il autorise à en donner aux autres, en effet. Mais donner du temps aux autres, ça peut être aussi, en effet, travailler, rendre des services, aller dans des associations. C'est peut-être ça aussi, ce qui est une façon de donner du sens à sa vie, on le sait, très, très positive. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que donner du temps libéré, il faut le voir. Là, je lisais des études de prospectivistes. Avec l'arrivée, la démultiplication, le développement de tous les outils type intelligence artificielle, pour faire simple, on va vers une société sans travail, où on va travailler de moins en moins. Et là, il y a une vraie question. Ça fait une centaine d'années, maintenant un peu plus de 100 ans, que toute notre vie est orientée sur le travail, même si on travaille de moins en moins, comme je l'ai dit. Et là, les scénarios, c'est vraiment des sociétés où on aura des gens qui n'auront pas de travail, qui pourront travailler très très peu. Donc, qu'est-ce qu'on imagine d'autre dans sa vie quand on n'a pas de travail? Voilà, donc l'idée, c'était un peu toute cette réflexion, c'était, alors, c'est peut-être Jacques Higelin, je l'ai entendu le dire, je ne sais pas si c'est lui, c'est faire que la vie, il dit la vie, c'est ce qui vous arrive quand vous êtes en train de faire autre chose. Et là, moi, je crois que c'est vraiment le but du jeu, c'est ce que nous dit Sénèque, Pascal, c'est être sur sa vie. Et comme le disait Camus, qu'est-ce que le bonheur sinon l'accord entre l'homme et l'existence qu'il mène? Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas se dire qu'il y a des choses standards par rapport à cette gestion du temps. Si on aime le mot gestion du temps, qui n'est pas le meilleur, mais ce rapport au temps, il n'y a pas de standard, il n'y a que des moments et des lieux et des personnes. Et puis, par contre, il faut être en accord avec soi-même. Et la notion d'accord, elle est intéressante parce que l'accord, c'est l'accord musical, hein, c'est le tempo dont je parlais. Il ne faut pas que ça grince. Voilà, je vous remercie de votre attention avec le chat qui m'évoque toujours le chat de Lacan et le fait qu'on existe dans le regard des autres. Et on existe aussi dans le temps des autres. Merci de votre attention. Un grand merci Isabelle, c'était top pour ce partage qui nous a permis de prendre de la hauteur un peu sur ce rapport au temps et de nous poser tous sur savoir ce que ça nous évoque. On avait Frédéric qui nous demandait si l'urgence et l'importance sont subjectives, n'est-il pas du rôle du manager de synchroniser ou d'homogénéiser ces notions au sein de son équipe? Alors, je pense que tout à fait, c'est subjectif et dans la même équipe, sur un sujet donné, vous n'aurez pas du tout les mêmes réactions. On le sait, vous aurez des gens qui vont paniquer, des gens qui vont dire mais attendez, mais il faut planifier, il faut qu'on ait des étapes, d'autres qui vont laisser… Et c'est le rôle du manager d'être ce grand synchronisateur. Alors avec, classique, comprendre pourquoi les uns veulent aller très vite, les autres plus lentement, leur vision des choses, et puis faire des arbitrages par rapport à ça. Et je crois beaucoup à cette notion de synchronisation qui est source de, si on est dans un univers ou une entreprise ou un service désynchronisé, qui est source de souffrance. Tu nous partageais l'importance de se connaître soi-même, Isabelle. Comment est-ce qu'en tant que manager, on peut mieux accompagner nos collaborateurs à gérer leur temps
lorsque c'est une source de stress pour eux? Il faut, je crois que c'est un petit peu ce qu'on a exploré, c'est peut-être leur faire cette fameuse grille, moi que j'aime beaucoup. Notez ce que vous faites dans une journée et regardez ces tâches et dites-vous toutes ces tâches, j'ai parlé de dysfonctionnement, hein, qui sont pour vous des tâches qui ne représentent pas des tâches intéressantes, utiles, et surtout, vous avez l'impression de perdre votre temps, fameuse perdre votre temps. Et à partir c'est difficile d'avoir, sans diagnostic, c'est difficile d'avoir des propositions. Donc, faire ce travail et regarder ensemble. Et puis peut-être se dire qu'il y a des choses qui sont facilement, qu'on peut facilement améliorer, et d'autres, c'est comme ça, mais pour plus tard. Mais il faut poser un diagnostic du temps. Et c'est vrai que autant on propose des formations à la gestion du temps à des cadres, à des managers, autant on ne le fait jamais sur les salariés de base, parce que leur temps ne leur appartient pas. Ils sont dans la boutique de telle heure à telle heure, ils sont dans l'atelier de telle heure à telle heure, ils ont des tâches à faire. Ça va avec les zones d'autonomie. Et je pense que c'est un vrai cadeau pour des salariés de base de leur permettre de s'interroger sur la façon dont ils organisent leur temps. D'ailleurs, une de leurs attentes, hein, l'autonomie, c'est ça. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. On a eu pendant la masterclass des retours au niveau de la pression que pouvait mettre l'organisation, avec un grand O, ou l'entreprise avec un grand E, sur ce rapport au temps. Là, on a bien compris que c'était une exploration assez personnelle sur notre rapport au temps, notre rapport aux autres, ce qu'on souhaitait en faire. Est-ce que toi, tu as des conseils ou un avis sur, lorsqu'on est manager ou collaborateur, hein, sur comment est-ce qu'on peut aussi influer sur notre organisation, sur notre entreprise, pour faire bouger toutes ces notions autour de la gestion du temps qui peut-être nous correspondraient mieux? Alors, je pense qu'il y a une pression de l'organisation. L'organisation, c'est jamais une entité, c'est des personnes. C'est vrai que dans certaines organisations, alors ça va être la très grosse boîte, très financiarisée, avec l'EBITDA, qui vit sur des fréquences, vous savez, du trading à haute fréquence, et qui va vous mettre une pression pas possible. Et là, je crois qu'il y a un moment, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, où il faut aussi savoir se dire, est-ce que c'est fait pour moi? Et peut-être, vous savez, ces moments très difficiles, hein, où on se dit, mais est-ce que je peux continuer à travailler dans ce type d'organisation? Ça, c'est la première chose. Et puis, ça peut exister dans la toute petite PME où le patron ou la patronne de la boîte est dans cette exigence folle. Il arrive le matin, tout doit être fait avant midi, puis au contraire, laisser traîner, pas signer un devis et laisser traîner alors que vous avez de clients. Donc, il y a plein de lieux et d'endroits, et c'est très lié en fait aux personnes, hein, aussi avec lesquelles on travaille. Alors, je crois qu'il y a 3 choses. C'est faire son propre diagnostic. Vous savez, ce fameux triangle de la dissonance ou de la consonance. Est-ce que moi, mes valeurs par rapport au temps correspondent à celles de l'organisation où je travaille et à la façon dont je travaille? Si c'est complètement dissonant, on va vers le burn-out, on explose. Et donc, il vaut mieux peut-être faire un pas de côté. Sinon, c'est le courage de dire les choses et dire que ce n'est juste pas possible de travailler dans ces conditions-là, ce rythme-là, etc. Et on est souvent, quand on est manager intermédiaire, dans des tensions de rôle énormes. Il faut faire encore plus vite et on a encore moins de personnes, par exemple. Donc, le courage de dire. La troisième chose, c'est jouer, si on peut, le rôle de parapluie, c'est-à-dire mettre à l'abri son équipe. Moi, je le vois des fois dans des grandes organisations, il y a un service où le manager, avec du courage, arrive à dégager d'autres façons de travailler qui n'existent pas dans le reste de l'entreprise. Et ça fait un peu des oasis, mais le jour où il partira, l'homéostasie, l'équilibre se remettra en place. Donc, on revient sur des basiques, hein, courage, exemplarité. Il y avait une autre notion il y avait une notion intéressante dont tu parlais, parce que je trouve que c'est une expression un peu dure, mais quand tu parles de manager poubelle et de l'importance de savoir dire non. Et souvent, nous, ce qu'on attend dans les ateliers Up Together de coaching collaboratif, c'est que il y a souvent cette forme de déclic où maintenant, je sais dire non, comme s'il y a un avant et un après. Est-ce que là, justement, tu aurais une recommandation, un conseil à ces managers qui, justement, j'allais dire, n'osent pas dire non,
Donc ça veut dire qu'il y a cette notion d'oser, donc du regard des autres. Quelle serait ta recommandation pour ces managers-là qui ne savent pas dire non? Alors, ils ne savent pas dire non en général pour beaucoup de raisons. Et la première, c'est qu'en fait, ils ne savent pas. Souvent, c'est des managers qui sont insécures. Moi, de plus en plus, je me rends compte que le manager toxique, vraiment, c'est rare. En fait, beaucoup de managers sont insécures. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas formés aux méthodes de management. On ne les a pas formés à faire une réunion, on ne les a pas formés à faire un feedback et on ne les a pas formés à savoir dire non. Et en fait, le manager qui ne sait pas dire non, souvent, c'est qu'il veut être aimé. Et si je dis non, on va pas m'aimer. Et il faut savoir que quand on manage, on n'est pas forcément aimé. En tout cas, ça ne fait pas partie. On est respecté. Mais... Ensuite, ils confondent les personnes et la tâche, la demande. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas découpler la personne du sujet, hein, où il va falloir dire non. Et puis souvent, comme ils ont cette difficulté, ils savent qu'ils vont être rattrapés, ils ne gèrent pas leurs émotions. Donc ça va être un non sous le coup de la colère, un non sous le coup de la tristesse, enfin toutes ces émotions négatives, alors qu'il faut dans l'entreprise des machines à refroidir. Et là, justement, le temps peut jouer. Écoute, je ne te dis pas ni oui ni non tout de suite, même si je suis sûre de ma réponse, mais ce n'est pas grave. On en reparle dans une demi-heure, 1 heure, 2 jours. Prendre le temps d'avoir les arguments, de consulter, tout simplement de sortir de stop, là, sortir de la zone d'émotion pour mieux revenir dire non. Il faut toujours, le problème de l'urgence, c'est que tout est bouillant. Tout est bouillant. Dans les prospectivistes, ils disent on n'est même plus à l'état d'eau, on n'est maintenant même plus à l'état d'ébullition, on est à l'état gazeux, tellement ça va vite. Mais c'est ça. Et l'idée là-dedans, c'est refroidir. Et les machines à refroidir qui existaient avant, le temps que le courrier arrive, le temps qu'on... voilà, elles n'existent plus, hein, les machines à refroidir. Le temps du téléphone fixe. Comment? Oui, mais il y avait plein de choses qui faisaient que le temps qu'on mette en route, d'énergie. Maintenant, pouf, on fait un mail, il part. Ça y est, on a insulté quelqu'un, on a répondu trop vite. Et ça, c'est... ça s'apprend, ça s'apprend. Et Merci. on a trop considéré que le management, c'était que des soft skills. Il y en a, mais je suis désolée, il y a aussi des hard skills en management, il y a des techniques. Et je parlais tout à l'heure un peu de la réunion, qui est un truc tellement important et qui revient tellement dans justement les voleurs de temps, les machines à désengager, à dégoûter du travail, que savoir conduire une réunion, c'est une compétence managériale, hein. Ce n'est pas uniquement du mou. Il y a Frédéric qui nous demande, quand tu nous parlais du rapport au temps à travers le temps, à travers les siècles, il disait on parle du temps parce que actuellement l'unité de mesure c'est l'unité de mesure et de rémunération, mais au 19e, l'unité, c'était la tâche. Et vous aviez dit qu'on travaillait 10 fois plus longtemps. Et sa question est la suivante. Y aurait-il d'autres unités de mesure du travail accompli qui permettraient de mieux profiter de son temps? En connais-tu d'autres? C'est vrai que c'est comme l'euro, l'argent, hein. Il y a un moment, le temps, les minutes, les heures, c'est le bon convertisseur, hein. Mais on peut avoir en effet la tâche, c'est ça, hein. C'est-à-dire que je vais vous faire un dossier, c'est pas forcément du temps. Ça vaut une œuvre artistique. Je vois un tableau, une œuvre artistique, elle n'est pas liée. C'est pas j'ai passé 5000 heures dessus ou 3000 heures dessus. Il y a aussi la notion de valeur qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que le temps est en fait une sorte de convertisseur, hein, de joker, comme l'est l'argent. Et d'ailleurs, le temps est souvent lié à l'argent. Mais je pense qu'en effet, on peut en sortir. Après, on peut faire des trocs. Je te fais, par exemple, je sais pas, je te répare ton réfrigérateur qui est tombé en panne et contre une leçon de musique. Est-ce qu'on va dire je mets 1 heure pour réparer ton frigo et tu me fais 1 heure de piano? Non. Là, on est sur d'autres choses qui sont du troc. Et le troc, ça renvoie à la valeur, ça ne renvoie pas forcément au temps et à l'argent. Mais c'est vrai qu'on est dans une société, on l'a dit, du chronos, où le temps est
une valeur d'échange liée à l'argent. C'est un convertisseur. Merci Isabelle. Écoutez, je propose que on vous donne un peu de temps puisqu'il est 27. On va vous offrir 3 minutes avant la fin de la masterclass. Isabelle, je tenais sincèrement à te remercier pour d'avoir préparé avec beaucoup d'attention cette masterclass pour la communauté Up Together. Comme vous l'avez vu, on n'était pas dans des potions magiques comme à notre habitude. Nous, notre idée, c'est vous faire réfléchir, vous faire prendre conscience, vous faire prendre du recul sur vous. Merci pour tous vos commentaires qui sont très chouettes. Peut-être Isabelle, ce qu'on aime bien demander à nos mentors, c'est pour commencer, si dès cet après-midi, nos managers souhaitent se mettre en mouvement, est-ce que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme premier petit pas, comme micro-mouvement à mettre en place pour ne plus être esclave de ce temps? Alors, bon, est-ce qu'ils sont. Alors, il y a l'esclave volontaire. Hein, il y a aussi... Non, mais il faut le dire, la soumission librement consentie, elle est valable aussi pour ça. Je veux dire, c'est confortable aussi. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, la peur du vide. Regardez-vous. Est-ce que vous êtes capable d'affronter Alors, vous allez tous me dire oui, mais c'est pas vrai. D'affronter une après-midi, une journée où il n'y a rien dedans. Alors, quand il y a, je dis rien, c'est-à-dire il n'y a pas je vais au spa, je vais à la piscine, je vais voir des amis, ça occupe. Hein. Et ça pourrait être déjà un premier exercice assez sympathique de se dire je ne fais rien. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, bon, ce que je disais, on est dans la vie et l'idée, ça serait peut-être de se dire, de se poser des pourquoi, hein, c'est toujours pareil, pourquoi, et se regarder les 3-4 jours qui viennent, et dire pourquoi j'ai accepté ça. J'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de le faire, c'est ni du plaisir, ni est-ce que je peux le supprimer? Je parlais de transgresser. Et puis la deuxième chose qui me paraît importante, c'est pourquoi je me mets la pression comme ça, quoi. Je parlais l'autre jour de ce témoignage d'un monsieur qui disait, moi, je rentre chez moi, je veux rendre service à ma femme, elle réétend le linge. Et ben voilà, mon fils a 8 ans, je vais lui apprendre à faire sa machine à laver. Enfin, des choses de délégation qui me permettent en effet d'être moins. Et là, c'est dans l'après-midi, je trouve que vous trouvez 2 sujets qui vous permettent de ne plus être victime de peut-être votre propre façon de fonctionner et qui, en effet, conduisent à des sensations de souffrance et d'urgence et de... Le burn-out, c'est ça. Hein. C'est de plus en plus en faire et perdre de vue à quoi ça sert. Et je pense qu'il faut se poser, souffler. Je ne parle même pas de techniques très élaborées, et se mettre à réfléchir. Et pas la roue de hamster. Là, il y avait une petite roue de hamster, je crois, au début, c'est toujours plus du même, toujours plus du même. Non, c'est pas ça. Donc, on transgresse et on accepte. Mais on délègue. Et on délègue. Mais on délègue le truc le plus bête du monde. Voilà, mais à table, là, vous allez déjeuner. Est-ce que vous êtes mis la pression pour faire le repas et ben non, il vaut mieux être cool, peut-être manger. Moi, j'avais 6 enfants, il y avait de temps en temps, une fois par semaine, souvent, ils bouffaient des céréales le soir. Voilà, parce que j'avais pas le temps de faire à manger. Ils étaient très contents, on prenait le temps de discuter. Alors que je me suis énervée à faire un rôti et des légumes verts, ça aurait été sûrement très bien pour eux, mais on n'aurait pas eu le même temps vous voyez, c'est des choses toutes bêtes. J'adore, merci. On trouve Merci. plein de choses. Merci pour ton authenticité et tout ce partage. Très bel après-midi à tous et à tous. On se retrouve pour la prochaine masterclass. Ce sera avec Benoît Chalifou qui nous vient du Canada sur l'intelligence émotionnelle. Vous verrez, ce sera une masterclass à l'américaine avec beaucoup d'énergie. Et puis, ravi d'avoir pris le temps de prendre le temps tous ensemble. Encore un grand merci Isabelle. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, merci.